Liftoff will start in T-minus 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. We have ignition. Eh ben, on vous retrouve alors pour ce top blanc vers la Lune. Avec plaisir, mais juste avant, rappelons quand même le fameux concept, les étapes. Vu que comparer des films, bon, ça ne me paraît pas forcément très juste, très judicieux. Donc, on va plutôt classer les films suivant un échelonnage neutre et impartial. C'est-à-dire, plutôt que de les numéroter, on va les coloriser. Non, mais oui, tu as raison. Soyons neutres jusqu'au bout. N'est-ce pas la sacralisation de toutes les couleurs, le blanc ? Tout à fait. Alors, en route pour le blanc, je dirais même plus à la place d'objectif lune, objectif blanc. Et on va commencer avec la couleur par laquelle on commence souvent nos tops, c'est-à-dire le vert. Ah, la couleur de l'espoir en plus. Et je retourne le sablier, notre verdier. Alors, on commence donc la couleur verte et effectivement Little Joe De... Jessica Hausner, une réalisatrice autrichienne de mémoire. Mais n'a-t-elle pas beaucoup travaillé avec Michael Haneke ou un autre grand nom du cinéma ? Tout à fait. Assistante réalisatrice, il me semble, ou en tout cas dans l'équipe, bien souvent, de Michael Haneke. Sauf que là, le ruban n'est pas blanc, il est vert. Little Joe, alors vert pour cause, parce que tout tourne autour d'une plante. Elle, donc l'héroïne... L'héroïne qui s'appelle Alice, je tiens à le préciser, c'est une information capitale. Oui, je pense que ça a fait pencher la balance en sa faveur, effectivement, oui. Et donc, cette héroïne-là, qui est jouée alors par Emily Beecham, qui a eu le prix d'interprétation à Cannes, donc en 2019. Et donc, elle joue le rôle d'une scientifique. Et dans ce laboratoire où elle travaille, sont menées des expériences sur des plantes. Pour arriver à créer une plante dont le simple parfum provoquerait le bonheur. Le scénario est assez original et promet quand même une ambiance. Il y a un espèce presque délavé, javelisé, à tel point qu'il y a un côté presque oppressant, je trouve. C'est comme si c'était tellement propre, tellement hygiénique que ça en est déshumanisé. Ah, totalement. Oui. Et que finalement, c'est peut-être en revenant à la nature, donc à la végétation, aux plantes, qu'on peut retrouver le bonheur et ce qui nous anime comme humain, comme être humain. Donc... Ou l'inverse, c'est peut-être en revenant aux plantes qu'on la perd, cette humanité. L'idée de la plante qui finalement influe sur notre comportement, parce qu'il y a même des décalages, je trouve, dans le film qui sont assez intéressants, notamment une scène où la mère est confrontée à son fils et à sa copine, je crois, et d'un coup... Il y a une forme de machination possible derrière. Mais ils en jouent parce que la paranoïa s'installe très vite. Justement, ces plantes déshumanisantes, édulcorantes, elles édulcorent même l'esprit humain. Eh bien, la mère, l'héroïne, va soupçonner son fils d'avoir été atteint. Ce serait d'ailleurs un peu par sa faute parce qu'elle a offert à son fils un exemplaire de cette plante qu'ils ont choisi ensemble de baptiser Little Joe. Parce que le fils s'appelle Joe. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant quand même. Moi, j'ai des réserves sur le film, mais elles sont quand même assez petites. Mais bon, on a une musique assez stridente tout le temps, alors on peut trouver ça bien, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, c'est un peu particulier, on va dire. Mais en tout cas, il y a quand même une belle inventivité et une atmosphère qui vaut le détour, c'est sûr. Et c'est amusant de se dire que les plantes contrôlent l'esprit humain justement pour que l'esprit humain les cultive. Seule méthode pour elles de se reproduire. Donc. Effectivement, ouais. Alors on poursuit en retournant le sablier. Tout à fait. Et on ne s'éloigne pas trop du vert parce qu'on va aller dans le turquoise. Un turquoise verdoyant. Pour quel film donc? Arctique. Arctique. Est-ce que j'ai bien articulé? C'est ça. Donc c'est réalisé par Joe Penna et dans le rôle titre Mads Mikkelsen. Quand même. Voilà, le chiffre. On a failli quand même lui donner la couleur blanche à ce film. Mais ça peut pas être blanc parce que le blanc c'est tous les films. Ça aurait été tentant, c'est vrai. Ça aurait été tentant parce que tout se passe justement en Arctique dans un paysage... Là, les montagnes enneigées, on en a pour notre compte. Sauf que nous, on a déjà franchi l'atmosphère terrestre. Eh oui, on a quitté, effectivement, les sommets blancs. Le film est finalement un pur survival, comme on appelle ça. C'est vrai, c'est une histoire de survie d'un homme qui finalement se crache au milieu de ce désert. Un désert en soi, hostile et très froid, glacial. Et donc, il va tomber aussi dans sa quête de survie sur une autre survivante, en tout cas
une femme qui est mal en point. Cette femme mal en point ne faisait-elle pas partie d'une équipe de secours en hélicoptère? C'est ça, en fait, lui il s'écrase avant et cette équipe de secours dont il espère qu'elle va pouvoir le sauver, bah finalement cette équipe se crache aussi. Mais alors, ce que j'aime beaucoup dans ce film, c'est son approche très scientifique et réaliste, quoi. Vraiment dans les détails. Si vraiment on avait eu affaire à un personnage isolé en Arctique, eh bien, qu'est-ce qu'il aurait pu faire? En fait, c'est un manuel, un guide de survie, ce film. C'est quand même aussi le parcours un peu existentiel d'un homme qui se retrouve confronté à la nature et qui à un moment donné fait face, c'est ça, à quelque chose qui le dépasse. Et c'est assez bien fait à ce niveau-là aussi. Et ça se renouvelle parce qu'on le voit essayer plusieurs choses. On le voit aussi avoir affaire à plusieurs types de dangers. Et j'apprécie beaucoup les quelques touches d'onirisme. Très furtives, mais elles sont là. Un peu comme The Revenant, quoi. Ah, un peu moins quand même, tout de même, mais on est effectivement dans ce rapport d'un homme qui, des fois, un peu pour aussi se sauver de sa condition, erre un peu dans un espace plus mental, on va dire, et c'est ça qui est aussi intéressant. Mention spéciale aussi pour la force et la sagesse et l'inventivité des dialogues. Réduit au strict minimum, c'est vrai, mais c'est pour le bien du film, bien entendu. Bon, parfait. On poursuit ? Tout à fait, on continue notre ascension spatiale pour parler d'ailleurs d'un film qui fait référence à l'espace, à l'échelon gris. Je tiens à préciser que c'est du gris acier. Et c'est donc Ad Astra, le 7e long métrage de James Gray. James Gray, dont nous avions déjà parlé dans un top il y a 2 ans, Lost City of Z, qui lui était justement en position argentée. Eh oui, comme quoi, voilà. Bon, alors là, il est peut-être un peu moins haut dans nos cœurs, on va dire ça, mais quand même, c'est quand même un très bon film. Et surtout que c'est peut-être le plus ambitieux, fondamentalement, de son réalisateur, parce que c'est l'histoire donc d'un astronaute, oui, en tout cas de quelqu'un de très expérimenté, joué par Brad Pitt, qui a fait plusieurs missions dans l'espace, déjà par le passé. Et surtout, son père, avant lui, était aussi un astronaute très réputé, très reconnu, mais a disparu du côté de Neptune. C'est pas tout à fait la porte à côté. Non, c'est vrai. Alors, sachant en plus que ce qui est intéressant, c'est l'époque où s'installe le film, dans un avenir plutôt proche, même si de mémoire, j'ai eu la sensation que le film n'était pas souvent clair là-dessus et que ça aurait été bien de l'expliciter. Voilà, on sait pas exactement quand ça se passe. Bon, à la limite, c'est pas vraiment, je pense, le cœur du film. Mais en tout cas, cette colonisation des hommes sur la Lune même, parce qu'il y a carrément des centres commerciaux sur la Lune, enfin, il y a des infrastructures, et donc on se dit qu'en fait, on veut tout finalement s'approprier, et donc la conquête spatiale, c'est aussi ça. D'ailleurs, on voit que l'homme amène avec lui tout ce qui a trait au commerce, que ce soit le commerce a priori légal et même l'aspect illégal parce qu'on y croise des pirates là-bas sur la Lune. Absolument. Mais voilà, finalement, ce qui anime et ce qui a toujours un peu aussi, je pense, animé le cinéma de James Gray, c'est cette relation entre le père, ou un parent du moins, et un enfant. Et là, c'est vraiment ça qui nous guide tout le long du film. Et aussi face à l'exploration, quelque part une espèce de damnation par l'exploration, la damnation de la découverte. Ça forme vraiment un diptyque à ce niveau-là, d'ailleurs, avec The Lost City of Z. Et en plus, le personnage est assez intéressant, celui de Brad Pitt, parce qu'on a quelqu'un qui est effectivement d'un calme presque inhumain, c'est-à-dire que des fois on se demande est-ce qu'il a toute sa tête, est-ce qu'il est pas aussi un handicapé, mais il se considère comme tel de toute façon, et c'est vrai que le rapport au père est intéressant. Ça me fait penser, juste entre parenthèses, à un autre défaut qu'il me reste du film. J'ai pas tout à fait très bien saisi en quoi ce que faisait le père là-haut dans sa station. J'ai pas très bien compris les enjeux du père concernant cette station-là et ce que ça provoquait sur Terre. C'est vrai que c'est assez périphérique, toutes ces problématiques, j'ai envie de dire scientifiques, ce qui est un peu dommage peut-être aussi parce que le film en parle aussi un peu quand même, mais moi ce que je retiens, voilà, c'est ce côté aussi, l'héritage que laisse le père à son fils, et finalement lui doit s'en extraire. L'héritage vu comme un fardeau aussi, parce que il y a à la fois l'ombre écrasante et héroïque du père, mais aussi le côté moins héroïque, voilà, les crimes du père, voilà, qui se répercutent sur le reste de la famille. Bon, continuons. On va continuer avec une autre couleur qui arrive souvent d'ailleurs au début de nos tops, qui est le marron.
avec le film donc À couteau tiré, réalisé par Rian Johnson. Lui en est à son cinquième film. Il avait déjà fait Star Wars 8, il avait déjà fait Looper. Et donc là, il réadapte à sa façon encore le schéma classique, hein, un peu Agatha Christie. Une maison, un manoir. Une famille riche qui cache de lourds secrets, des complots, C'est des ça. magouilles, un crime, un meurtre et un détective assez hors du commun. Joué par James Bond. Tant qu'à faire. Et vraiment, je trouve qu'il y a quelque chose de très ludique à ce film, et surtout de très inattendu dans la structure, mais il nous avait un peu déjà habitués à ça, par exemple avec Looper, qui à moitié de film changeait presque de genre, et là je trouve qu'on a une réponse finalement, hein, qui arrive assez rapidement dans le film, et qui rejoue les cartes, et on se dit, mais alors, si on a déjà la réponse, comment en fait le film va se débrouiller pour encore nous manipuler ? De toute manière, le grand risque avec ce genre de scénario de structure, c'est comment arriver à surprendre. En plus, ils sont pas si nombreux que ça, ces suspects, on tourne pas autant autour d'eux, ils sont tous soupçonnables. Donc voilà, comment créer la grande surprise. Alors le dénouement est ce qu'il est, moi je le trouve plutôt honnête, ça aurait pu être peut-être plus surprenant encore, mais en tout cas il y a un vrai plaisir, on sent de la part du réalisateur, de jouer enfin vraiment avec chaque archétype, tous les personnages qui sont de toute façon tous assez cyniques, assez imbus de leur personne. On n'est pas forcément en empathie avec eux, c'est sûr. Enfin, si j'avais un reproche à faire à ce film, ce serait qu'il y a une quantité non négligeable de personnages de fonctions qui ne servent à rien. Finalement, et ça devenait encore plus difficile pour le réalisateur de nous surprendre quant à la révélation, parce que il restait de moins en moins de coupables intéressants, en fait. À la limite, enfin moi dans ce genre de récit, alors ça ne tient qu'à moi bien sûr, mais je trouve que la vraie surprise et le vrai plaisir, encore une fois, naît moins finalement de la révélation finale que voilà, de comment on y aboutit. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, je trouve qu'il s'en sort plutôt bien. Et les personnages, je trouve aussi évoluent d'une certaine façon, notamment l'héroïne. Je trouve que son parcours est très intéressant parce qu'on part d'une domestique a priori, hein, et finalement comment elle finit à la fin, c'est vraiment là aussi un vrai accomplissement dans l'écriture. Joué par Ana de Armas, qui était donc également dans notre top 2017 avec Blade Runner 2049. Mais par contre, je me pose encore la question. Finalement, Daniel Craig, le détective, pourquoi tape-t-il ainsi de cette façon sur ses touches de piano ? Surtout, ce qui me gêne, c'est que ça, il ne le fait qu'au début. Je ne demandais pas forcément à ce qu'on m'explique pourquoi, mais je demandais à ce qu'il y ait une espèce de récurrence, une espèce de cohérence, une espèce de logique dans ça, parce que assez vite, je trouve qu'il la perd un peu, cette espèce d'excentricité qu'il avait amenée au début. C'est pas faux. Même si je trouve qu'il la retrouve à la fin dans une sorte de scène où il fait référence à un donut, dans un donut pour essayer d'expliquer. Et là, d'un coup, on sent qu'il pourrait être un peu au bord de la folie à sa façon, une sorte de folie, parce qu'il recoupe tout, comme Sherlock Holmes, hein, il voit des coïncidences partout, et ou pas, justement, peut-être pas des coïncidences au fond. Et c'est ça aussi. Alors voilà, le personnage est un peu, je te suis aussi là-dessus. Des fois c'est intéressant, des fois un peu moins, mais... Parce que j'ai vraiment la sensation qu'il se fait avoir, quoi. C'est plus... Alors, certes, ça reste intéressant, ce genre de détective qui est très loin de manipuler tout, parce que là, il est très loin de manipuler tout. Il se fait vraiment berner, je trouve, beaucoup trop facilement parfois. C'est un parti pris, comme il y a d'autres partis pris assez risqués dans le film, mais bon, c'est vrai que c'est à double tranchant. C'est comme les couteaux du titre, eh oui. Bon, très bien. Alors on poursuit avec... Comme l'année dernière, après le marron, il y avait l'orange. Eh oui, et donc là avec le film Us. Us et son affiche plutôt orangée, justement. Donc c'est réalisé par Jordan Peele, qui s'était déjà illustré dans Get Out, qui était dans nos mentions honorables de 2017. Tout à fait. Là, on le met un peu plus haut, l'air de rien. On a peut-être un peu préféré encore, hein, donc c'est dire quand même déjà le niveau de Jordan Peele. Hein. Ah ben, me concernant, c'était inévitable. Il fait des références à Alice au Pays des Merveilles pratiquement constamment, ne serait-ce même que par ces lapins blancs avec lesquels s'ouvre donc le film. Absolument. Et donc, l'histoire, c'est cette famille qui s'installe voilà, dans sa résidence d'été, hein, on va dire. Et effectivement, chacun va se trouver vraiment confronté à un double. Et c'est là que c'est intéressant parce que sur un thème aussi qu'on a vu et revu, hein, vraiment, je trouve que ça exploite autre chose. Aussi, il y a un propos politique, c'est-à-dire que Jordan Peele, on l'avait vu dans Get Out, et là, c'est vrai qu'il remet ça un peu sur le tapis parce que ces doubles-là, on l'apprendra
attention spoiler, hein, vraiment viennent d'en bas, hein, quelque part. Et donc les originaux, supposés originaux, hein, sont donc au-dessus. Il y a un jeu de reflets à l'horizontale avec un miroir qui ne serait autre que le sol. Donc ce monde peuplé entre autres de lapins blancs est aussi peuplé d'un double par habitant de la planète qui évolue dans ces espèces de couloirs labyrinthiques à l'infini et qui en fait sont reliés par des espèces de fils mystiques, métaphysiques, voilà, comme des marionnettes, à leur double du dessus. C'est ça. Parce qu'effectivement, ces doubles-là, vivant sous terre, n'ont pas pu peut-être aussi évoluer psychologiquement et physiquement de la même façon, et donc sont vraiment atteints de tics, hein, de tout un tas de choses, qui les handicapent, hein, vraiment. Et c'est là aussi, du coup, le propos politique, c'est une sorte de revanche qui doit être prise, hein, par ceux d'en bas sur ceux d'au-dessus. Quand je te disais que ça s'inspirait beaucoup du Pays des Merveilles, nous avons les lapins blancs, nous avons les miroirs. Avons-nous Alice ? Eh bien oui, bien sûr qu'on l'a Alice. Je te rappelle quand même que l'héroïne, parce qu'on se centrera davantage sur la mère de cette famille afro-américaine, la mère s'appelle Adélaïde, étymologiquement la forme noble du prénom Alice. Le film a aussi pour lui, il faut dire, des visuels qui sont assez mémorables. Moi, je me rappelle de cette chaîne humaine qui est faite à un moment donné, et d'un coup, on se dit, mais on n'a jamais vu ça tellement ailleurs. Enfin, c'est vrai que c'est assez marquant. Avec à nouveau un propos politique, hein, un propos d'union, justement. Et oui. Alors moi, peut-être que l'aspect qui, m'embête peut-être un peu, mais c'est très très accessoire, c'est l'humour du film qui je trouve n'a pas toujours sa place en fait, même dédramatise en fait des situations qui auraient pu être peut-être plus fortes sur l'instant. Je trouve que ça pourrait correspondre plutôt à la psychologie des personnages qui le font, cet humour, parce que je pense surtout au père de la famille. Il y a des scènes où ça m'a plus dérangé que d'autres, voilà, mais c'est pas non plus très très grave. Et c'est vrai que la révélation, je l'aime plutôt pas mal, la petite entourloupe qui se cachait là depuis le début. Ça a vraiment du sens, et en plus il y a un regard final entre la mère et le fils qui du coup en plus rend l'ambiguïté encore plus palpable sur le reste du film, et qui est aussi intéressante là-dessus. Et puis surtout, de ceux d'en haut ou de ceux d'en bas, qui sont les plus humains ? Est-ce que s'ils avaient connu les mêmes cadres de vie, ils auraient été tout aussi humains les uns que les autres ? D'une certaine manière, on est tributaire du destin d'autres personnes sans le savoir. C'est sûr. Mais voilà, quand même, on a la sensation que toutes les explications n'ont pas été exhaustives. Voilà, j'ai l'impression qu'il pourrait se nicher quelques incohérences. Alors, on poursuit avec donc le jaune. Alors, avec le film El Reino. El Reino, donc le règne en espagnol. Réalisé par Rodrigo Sorogoyen. Là, on est plus dans une veine plus polar, en fait. On est cramponné au héros. Le héros qui est lui-même un anti-héros et qui n'accepte pas l'idée d'être le seul de sa bande à couler. Dans le monde dans lequel il a évolué, la solidarité, ça faisait pas partie de la devise. Oui, c'est vraiment le jeu de pouvoir dans les arcanes de la politique, et comment, en fait, tu l'as dit, lui, il va vouloir un peu s'opposer à certaines décisions, et ça va lui tomber dessus. C'est surtout qu'en fait, un enregistrement sonore capté à son insu va mettre au jour une grande magouille dont il est un des instigateurs. Et voilà, ça va un peu ruiner son avenir politique. Ce que je retiens, c'est l'intérêt, encore une fois, de suivre un personnage qui a beau, effectivement, peut-être être un peu mêlé à ses magouilles, mais qui, au fond, on le suit quand même. C'est ça qui est assez... On a vraiment de l'empathie. Mais on le suit quand même. Alors, non seulement parce qu'effectivement, on a une certaine empathie, on sent qu'il n'est pas forcément fier ou content d'être où il est. En plus, il a une famille, il a une femme, il a des enfants, il a l'air d'être un père modèle. Enfin bon, faut pas se fier aux apparences. Mais au-delà de ça, si on le suit, c'est parce qu'on sent que sa cause, elle est quand même globalement bonne. Faire plonger des mafieux, des malfrats quelque part. Donc oui, on peut être qu'avec lui, c'est vrai. Oui. Et lui est prêt quand même à payer aussi le prix de ce qu'il a pu faire. Je veux dire, il ne se dédouane pas totalement non plus. Et je trouve qu'il y a une vraie progression dans l'engrenage vraiment qui se met en place, jusqu'à un final où là, tout s'accélère. On a une scène totalement hallucinante, je trouve, lorsqu'il essaie de retrouver un dossier dans une maison, et finalement tout le monde essaie de l'en empêcher. Ça me rappelle presque un peu dans Dogman, où à la fin Marcello arrive à jouer sur le fait qu'on entend une voiture en bande-son. C'est vrai. Il a trouvé l'argument qu'il fallait, pile au bon moment timing, pour se sauver de la situation. Ouais. Et en plus, c'est jamais, ça paraît jamais comme une grosse
grosse ficelle de scénario. C'est toujours à la bonne place, les articulations, vraiment toute cette dernière partie, mais bon, dès le début, mais cette dernière partie vraiment est marquante. Donc un très bon thriller espagnol, hein, vraiment. On a des leçons à prendre d'eux quand même, hein, même si bon, la France est capable aussi de bonnes choses, hein, mais quand même. Alors, on continue. Ben, on va pas trop s'éloigner de Règne, hein, parce qu'on va parler déjà d'Infrarouge. Avec donc... Le roi. Alors, je vous vois venir, enfin je vous entends venir plutôt. Comment ça se fait qu'on aborde l'infrarouge si tôt dans le top? Alors que théoriquement, dans le top de l'année dernière, il faisait partie des 3 premiers, l'infrarouge. Eh bien, sachez que désormais, l'infrarouge, ce sera la couleur des films qui ne sont pas sortis au cinéma, mais directement sur des plateformes VOD, SVOD. Tout à fait. Donc là, Le Roi, réalisé donc par David Michôd, qui avait déjà fait Animal Kingdom, The Rover, enfin voilà. Et avec en rôle titre Timothée Chalamet, dans un de ses meilleurs rôles. C'est une adaptation alors plus ou moins éloignée de Henri V, donc de Shakespeare. Ah bah pour cause, on nous parle bel et bien de tout un pan de la carrière royale de Henri V, précisons-le d'Angleterre. Ce qui est intéressant, c'est le père de Timothée Chalamet va mourir et dans le film, et donc lui va devoir contraint, reprendre la couronne. Surtout qu'au départ, le père l'avait bien dit haut et fort à qui voulait l'entendre, que son héritier officiel était le frère de Timothée Chalamet. Et malheureusement, ce frère-là va être tué parce que... Il est obsessionnel des combats, à tel point qu'il va s'embarquer dans des guerres qui... fondamentalement pourrait très bien être évité, et justement la mort, il va pas l'éviter non plus. Donc le frère survivant reprend la couronne, et finalement c'est ça aussi je trouve qui est assez intéressant dans le film, c'est il avait une haine telle pour son père et aussi pour sa manière de gouverner, que lui va prendre le contre-pied exact, il veut prendre les bonnes décisions, mais finalement il est entouré par des gens, alors qui sont pas tous mal intentionnés, attention, mais qui fondamentalement vont le pousser à prendre des décisions que lui ne veut pas prendre et qui vont le mener un peu à sa perte aussi à sa façon. Heureusement pour lui, il a quand même un allié de confiance. Et c'est pas anodin, cet allié de confiance, il va pas le chercher à la cour, il va le chercher dans une taverne. C'est ça. Un ancien grand général, en retraite, très désabusé par rapport au combat, qui a vécu la mort, et vivre la mort, dit comme ça fait un peu bizarre, mais voilà, c'est qui a connu la mort plutôt, ils se sont rencontrés à plusieurs reprises, ils ont échangé quelques bons procédés. Ah oui, c'est un peu le mentor qu'il recherche, le héros. Toute cette relation-là, je trouve, est très très belle. Le film a aussi la bonne idée, je trouve, de mesurer les scènes entre guillemets de combat ou autres, parce qu'on est finalement surtout dans une dynamique stratégique. Tout se joue des fois dans un couloir, entre 4 yeux, enfin c'est assez minimaliste. Voilà, et pour le coup, quand il y a des scènes de combat, elles sont intelligemment tournées en dérision. Souviens-toi de cette fameuse confrontation au sommet. Ah ça oui. Où l'un des deux duellistes a un peu de mal à garder l'équilibre sur la boue. Ah, ça c'est vraiment la grande idée, une sorte de roi bouffon ennemi, donc un français, de Henri V. C'est le fils, c'est le prince Charles, le fils donc du roi de France. C'est ça, et joué par Robert Pattinson. Mais c'est vrai que j'y vois presque une métaphore avec une cour de récréation avec des gamins qui s'ennuient. C'est pas anodin d'ailleurs que un des éléments qui va mettre le feu aux poudres soit une balle. Une balle à jouer en cadeau. C'est vrai. Non, mais c'est vraiment un très très bon film. Parfait. Bon, on poursuit. Donc, après l'infrarouge, on va rester dans les teintes rosées, avec le rosé par excellence, le rose. Et donc avec Dr. Sleep. Alors pourquoi rose ? Pour ceux qui auront vu le film, c'est le prénom de la grande méchante du film. Qui ne mérite absolument pas de porter un tel couvre-chef. Et surtout, quand on pense ce genre de couvre-chef, on n'attaque pas les enfants. On a beau le dire, ils prennent pas note. C'est pourtant pas compliqué. Et le fautif, encore, c'est Stephen King. Donc là, on a quand même le tiercé gagnant, avec El Reino, le roi et Stephen King. C'est vrai. Dr. Sleep, c'est donc la suite, disons-le quand même, de Shining. Moi, j'y allais avec beaucoup de réticence, encore que le réalisateur à la barre avait déjà fait quelques films et surtout une série que je recommande chaudement, qui est donc The Haunting of Hill House. Et c'est vrai que là, c'est totalement à la hauteur. Comment s'appelle-t-il le réalisateur ? Mike Flanagan. Suite donc de Shining. Et alors, ça me rappelle à nouveau notre top de 2017 où on avait parlé de Blade Runner 2049. J'y reconnais presque le même statut. Comment faire un chef-d'œuvre qui est censé suivre un chef-d'œuvre. Comment ne pas ternir l'image du premier
tout en la sublimant. Et c'est vraiment un pari risqué, et donc relevé haut la main, parce que c'est vrai que déjà l'œuvre, donc Dr. Sleep, l'œuvre littéraire, le roman, part sur une toute autre direction donc, que Shining. On est alors quasiment 30 ans, je crois, après les événements de Shining, et on retrouve donc Danny, une quarantaine d'années du coup, qui a beaucoup de problèmes, surtout est alcoolique, et comme un peu son père. Les parents boivent, les enfants trinquent. Oui, c'est tout à fait ça, là. C'est pas simple pour lui de s'en sortir, et c'est d'autant plus difficile qu'en parallèle, on a une sorte de secte, de groupuscule qui sévit. Qui ils se font appeler le Nevray, et qui sévit depuis plusieurs siècles apparemment. Parce que donc ils s'en prennent exclusivement donc aux enfants qui ont le Shining, et donc l'absorbent ce Shining. Et surtout, pour que le Shining soit le plus pur du plus pur, ils ont la très mauvaise idée de suivre les conseils du docteur Sa, c'est-à-dire faire souffrir et faire peur aux enfants. Ah oui, non, il y a vraiment des scènes, d'ailleurs, je trouve, qui sont très marquantes. C'est-à-dire que le film, a priori, au départ, on se dit, on va être beaucoup moins sombre que Shining, donc de Stanley Kubrick. On est dans quelque chose d'un peu plus accessible, et par moments, on a des déflagrations de violence qui nous prennent totalement au dépourvu, et je trouve que là, on se dit, ok, en fait, le film, il est pas là pour aussi plaisanter. Et à ce jeu-là, moi, je trouve la méchante, très très bien interprétée, déjà, et surtout, je trouve qu'elle a un arc qui est très intéressant. Ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est que le personnage de Danny, donc, va rentrer en contact avec l'un de ses enfants, une jeune fille, donc aussi douée du Shining, et elle semble avoir quand même aussi une puissance particulière. Elle semble être plus douée encore que les autres, quelque part. Voilà, parce que ceux dont se plaignent ces fameux membres du Nevray, de cette secte, c'est que de nos jours, le Shining est de moins en moins de bonne qualité, parce que de moins en moins compris, de plus en plus refoulé, mais dans le lot, il reste quand même des perles rares, et peut-être même des perles qui sont beaucoup trop perlées pour eux, parce que justement, il fallait peut-être pas qu'il s'attaque à sa petite fille, et on en vient justement à un des points qui me fait beaucoup aimer le film, c'est que, et c'est assez rare je trouve d'avoir ce genre de situation, on a affaire aussi à un film d'horreur pour méchants. Effectivement, cette jeune fille va leur en faire voir de toutes les couleurs, surtout à la méchante. Même si elle s'appelle Rose, elle enverra un peu aussi du rouge, du violet, de ce qu'elle veut, mais... Alors, on est dans un top blanc, elle fait son top blanc à elle. On est aussi dans une forme de jubilation à voir la méchante réduite vraiment à une sorte de victime constante. Elle essaie de se débattre à sa façon. Puis il faut dire que le dernier acte du film, quand même, si on s'était éloigné un peu de l'héritage de Shining pendant une bonne partie du film, à la fin on retourne donc dans l'Overlook Hotel. Et là, je trouve que c'est pas du fanservice. C'est une sorte de retour aux origines. Tout a commencé là, donc tout doit finir là. Ça me semble. Justement, logique. Je trouve l'idée qui tourne autour donc de Jack Nicholson, qui n'est plus Jack Nicholson, excellente. C'est vrai. Dans l'échange que va avoir donc Danny avec le fantôme de son père, je trouve cet échange à la fois original et relativement virtuose. Alors je sais que c'était un tour de force de Stanley Kubrick, mais quand je voyais Shining, je n'arrivais pas à me dire, tiens, lui c'est le père du garçon. Il y avait quelque chose qui bloquait, donc j'arrivais pas à ressentir entre eux un lien familial, ce qui était quelque part cohérent, oui. C'est pas par rapport à ce qui va se passer. Mais là, quelque part, j'étais un peu à la recherche de cette espèce d'amertume, une empathie envers ce personnage, et alors, sans pour autant que ça aille tout à fait là-dedans, il y a de ça, et il y a de ça à un dosage très, très mesuré, très bon, je trouve. Ouais, non, c'est très très bien vu. Alors, on continue. Et on ne s'éloigne pas trop du rose, mais cette fois, je te propose un rose un peu plus flashy, un rose un peu plus fuchsia. Avec donc Rocketman. Le célèbre super-héros qui, toutes les nuits, se déguise en roquette. En fusée. Eh oui, c'est ça. Mais non, c'est autrement dit le biopic sur Elton John, en tout cas sur une bonne partie de sa vie, réalisé par Dexter Fletcher. Là, donc, c'est à moitié comédie musicale, et d'ailleurs une comédie musicale qui est très bien intégrée à l'histoire, qui mêle onirisme et réalisme, parce qu'on est censé être dans un biopic, donc des faits réels, mais il n'en demeure pas moins qu'on a beaucoup de passages de l'autre côté du miroir, d'une certaine façon. C'est ça qui est très fort, c'est que
que on a eu des biopics par le passé qui sont un peu tous sur le même schéma, sans fulgurance. Et là, effectivement, la comédie musicale réinjecte un vrai vent de fraîcheur et surtout qui a l'image finalement d'Elton John, l'artiste un peu fantasque. C'est Elton John version film, quoi. Ils ont vraiment calqué sa personnalité haute en couleur. Il y a tout un tas de scènes. Alors moi, je pense à une au fond d'une piscine où il se voit lui-même enfant, donc il y a une sorte de dialogue avec finalement une sorte de paradis perdu, enfin une innocence perdue du moins. Et finalement, c'est ça tout l'enjeu aussi de ce personnage, c'est de revenir aux fondamentaux, peut-être de s'accepter mieux. Et il y a aussi cette configuration du groupe de soutien. Le fil conducteur de tout le film, parce que quelque part tout le film est un peu le passé, le témoignage que raconte donc Elton John déguisé en griffon. Et en fait, je considérerais cette pièce, cette salle de groupe de soutien, un peu comme le jardin avec l'arbre de Mireille, ma petite sœur. C'est-à-dire une rencontre des temporalités, une rencontre qui est à la fois réaliste et dans le temps, mais à la fois hors du temps. Tous les personnages, tous les protagonistes d'ailleurs vont littéralement converger dans cet endroit-là. C'est la salle des destinées, quoi. C'est la croisée des chemins. Et il y a ce côté table ronde, ouais, c'est vrai que c'est assez marrant. Et pour rester un peu aussi dans le côté royauté, toujours. Alors c'était bien essayé, mais justement dans ce groupe de soutien, il n'y a pas de table ronde, il n'y a pas de table du tout. Alors il y a l'idée d'un cercle, on va dire, ça marche à peu près, bon. Et cercle, ça commence comme Sian. C'est ça, et oui, tout à fait. Et donc, on passe avec Alex le destin d'un roi. Ou, dit autrement, la légende des chevaliers de la table ronde des temps modernes. C'est vrai que là, ça reprend scrupuleusement le mythe. Et c'est réalisé, alors disons-le, par Joe Cornish. Le grand charme, j'ai envie de parler de charme du film, c'est de revenir à ce genre de film, un peu à la Jumanji, il y en a eu beaucoup d'autres avant, de toute façon, où on est à hauteur d'enfant, vraiment, et finalement on va vivre tout un tas d'aventures fantastiques, où finalement on va rentrer dans l'adolescence, et où en fait on se construit aussi à travers l'imaginaire. Et surtout, tous les pièges de ce projet ont été évités, j'ai l'impression. C'est le réalisateur, enfin les scénaristes ont su bien adapter ce qu'il fallait adapter. Certaines choses sont pourtant tournées en dérision, un peu comme dans certaines comédies, enfin films super-héros Marvel, mais la dérision ne se contente pas d'être une dérision. Notamment, je pense à Merlin, qui a besoin de se procurer une potion assez spéciale pour avoir des pouvoirs magiques, composée, je crois, d'os de poulet moulu, de certaines choses qu'il n'arrive pas à trouver en pharmacie, enfin chez l'apothicaire du coin, mais qu'il arrive à trouver chez Quick, ou chez McDonald's, ou chez Flunch. Oui, c'est ça. Donc il y a presque une portée politique derrière cette autodérision, derrière ce clin d'œil. Il y a aussi cette idée d'odyssée où les personnages tentent d'accéder à une sorte de vérité aussi sur eux-mêmes, parce que Alex, finalement, on parle encore de famille, c'est une histoire de famille aussi derrière, d'un père qui a peut-être aussi été absent. Et la quête surtout d'un livre, la quête du Graal. Et en plus, ce que j'aime beaucoup, c'est comment ils reprennent le propos que le roi Arthur ait réussi à faire sien ses ennemis. C'est vrai. Il y a une forme d'optimisme aussi, d'espoir sur rien n'est définitif. C'est ça aussi qui est assez bien géré, c'est la part de merveilleux dans le réel. Et puis une méchante qui quand même aussi en impose un peu. Oui, donc c'est toujours un bonus. Donc la fée Morgane, qui dans les légendes arthuriennes n'est autre que la demi-sœur d'Arthur, et qui va avoir de lui un enfant, Mordred je crois, qu'elle va donc soulever contre son père. D'accord, ok. Et on ne perd pas de vue non plus cette ampleur, cette ampleur magistrale, ce fameux terrain vague où il trouve Excalibur planté dans un bloc de ciment. Il garde quand même une certaine noblesse. On a presque l'impression d'un sanctuaire. Bon, un sanctuaire de ciment, un chantier. Ouais. Mais on sent quand même dans la mise en scène une espèce de sacralisation. Oui, c'est très, très bien mis en scène, des effets spéciaux réussis. Enfin, on est vraiment plongé dans cette aventure. Et donc, on conseille ce film fortement. On continue donc avec... On en était au cyan, donc là on est dans notre partie bleutée de notre top blanc. Eh bien, poursuivons le cyan jusqu'au bleu marine. Avec donc Le Chant du Loup, réalisé donc par Antonin Baudry. Pour un premier film, c'est quand même assez impressionnant, faut dire ce qui est. Bon, l'histoire, tout simplement, c'est celle d'un sous-marin, en tout cas d'un équipage. Docteur Folamour, ou Comment j'ai appris à ne pas m'en faire et à aimer la bombe. Oui, c'est un peu l'idée, c'est vrai, quelque part. Alors,
peut-être un peu moins loufoque sur les bords, parce que là on est vraiment dans quelque chose d'assez angoissant par moment, parce que bon, c'est un huis clos, et donc on suit un équipage, et surtout on est dans le point de vue de celui qu'on appelle l'oreille d'or, c'est celui finalement qui écoute les sons, donc sous-marins, au casque, et qui donc doit détecter si un ennemi est en approche ou pas. Et effectivement, il va y avoir un tournant dans le film. On soupçonne justement les Russes d'avoir mis au point une attaque, mais il va s'avérer que c'était pas les Russes. C'est ça. Que justement, l'expédition punitive, elle va punir une faute qui n'a pas été commise. Et que c'est justement cette punition qui va engendrer d'autres expéditions punitives. Il pourrait déclencher en fin de compte une troisième guerre mondiale, presque, si on va par là. Parce que précisons-le, mais pour être sûr de ne pas être détourné par l'ennemi, eh bien, le sous-marin premier du nom, qui est parti défier les Russes, a ordre de couper absolument toute communication avec l'extérieur, afin de s'assurer de ne pas être intercepté par un ennemi qui serait passé pour un allié. Donc il est absolument et humainement impossible de demander à ce sous-marin de faire demi-tour. J'y vois presque ça, genre la dérision de ce genre de situation. C'est complètement hallucinant de devoir en arriver là. C'est le summum de l'incommunicabilité, du fait qu'entre êtres humains, on n'en a pas l'air comme ça, mais on est incapable de vraiment se comprendre. C'est ça, c'est vrai que c'est un suspense assez haletant. La dernière demi-heure, c'est totalement en apnée qu'on est, ça tombe bien. Déjà, ce point de vue-là de l'oreille d'or réinjecte là aussi de la nouveauté à ce genre très codifié du film de sous-marin. Et c'est joué, l'oreille d'or, par donc François Civil, dont on a parlé un peu plus tôt dans les mentions belges, rappelons-nous, avec Mon Inconnu, donc il nous refait coucou, et bon, il est toujours encore très très bien dans ce rôle-là. Donc... Attends, tu veux dire que François Civil joue un militaire ? Alors voilà, il peut y avoir une contradiction dans les termes, mais il se trouve que voilà, on n'est pas à une contradiction près. Nous entrevoyons aussi le personnage de Paul Habert, dont on n'a pas encore parlé, mais qui sait si on va pas en parler par la suite. Effectivement. Alors, on enchaîne. Passons donc à l'échelon doré. Alors, avec Once Upon a Time in Hollywood. Autrement connu sous le titre On suppon à Tim un Hollywood. Ah oui, non, c'est mieux dit comme ça, c'est vrai. Et donc, c'est le film, le 9e film de Quentin Tarantino, avec un casting, un duo surtout d'acteurs prestigieux, notamment Leonardo DiCaprio. Et Brad Pitt. Qui nous revient après Ad Astra, du Cosmos. Il s'est dit, bon, Neptune c'est bien, mais bon, on va changer d'étoile. On va passer à un autre type d'étoile. C'est vrai, parce que bon, c'est Hollywood qui nous accueille dans ce film. Alors, à une époque bien particulière, il faut dire, c'est en 1969 aussi. Il manquerait plus qu'il y ait la femme de Roman Polanski dans l'équation, et je pense que ça risque de mal finir tout ça. Alors, bon, c'est pas un spoiler, mais bon, prévenons quand même ceux qui n'ont pas vu le film, mais cette année 69 qui a marqué du coup un drame assez terrible, donc par rapport à la femme donc, de Sharon Tate de Polanski, qui a été assassinée avec d'autres convives un soir, donc par certains sbires de Charles Manson. Et le film trouve vraiment une très très belle réponse et alternative à ça quand même. Ouais. Disons que là il se fait du bien, et par là même il fait aussi du bien aux spectateurs. Ça fait plaisir. J'ai rarement vu une séquence aussi jouissive. Limite, on avait envie dans la salle de hurler « Ton gauche, ton droite, oui, voilà, sur le côté, achève-le !» Et vraiment, voilà, il y a ce côté, effectivement, où les méchants payent le prix fort. On est bien content, un peu comme donc la méchante dans Dr. Sleep. Voilà, il y a une parenté, c'est intéressant. Ça met en lumière davantage l'intelligence du titre, parce que... Comment le cinéma, comment la fiction, même en règle générale, arrive toujours, quoi qu'il advienne, à se terminer par « et ils vécurent heureux jusqu'à la fin des temps ». C'est vrai que c'est une très belle chose, ça, de vraiment la dernière scène où on comprend comment les personnages vont pouvoir accéder au rêve, un rêve qui effectivement n'a jamais existé, mais voilà, la fiction est capable de nous le donner, et voilà, le film là, d'un coup s'envole. Voilà, donc la fiction qui corrige la réalité. Non, vraiment un des meilleurs de Tarantino, donc voilà, faut vraiment pas le louper, celui-ci. Alors, on continue. Après le doré, je propose qu'on passe à l'argenté. Avec, ça faisait longtemps, un film dont on avait déjà parlé en avis à vif. C'est le premier de cette liste, le premier de ce top blanc. Et d'ailleurs, c'est toujours à Cannes, l'avis à vif, 42.2, alias...
J'ai perdu mon corps. Premier long métrage animé de Jérémy Clapin. C'est l'adaptation d'un livre qui s'intitule Happy Hand ou Happy Hand. Oui, c'est mieux dit là, comme ça. Voilà, et d'ailleurs, l'auteur de ce livre est également co-scénariste du film. Disons que c'est quand même voilà, un film qui nous a beaucoup plu. Réalisé de main de maître. Ah bah oui, parce que là, de demain, il en est effectivement question. Ce jeune homme, donc, qui, le héros du film, qui perd sa main à la suite d'un accident, et la main va devenir finalement animée, autonome, voilà, et toujours vivante, bien sûr. J'imaginerais bien les avis de recherche placardés sur les arbres, les murs, perdu, une main, avec les numéros de téléphone en dessous. C'est vrai. Ouais, avec vraiment de très beaux moments de poésie dans ce film, et une animation très particulière, et en même temps qui correspond totalement, encore une fois, à l'émotion que dégage ce film. Mais c'est d'ailleurs ça, une des plus grandes performances du film, c'est de te faire ressentir de la poésie, de l'émotion, avec quand même une base plutôt côté macabre. Cela dit, les 3-4 ans seront un peu perdus, je pense que c'est pas forcément un film fait pour eux, mais c'est quand même pour tout public, et voilà, il y a cet équilibre-là qui est très précieux, et la musique, signée Dan Levy, est magnifique. Alors, on enchaîne. Là, on arrive au film de tête du top. Donc, souvent, quelle couleur voit-on régulièrement aux têtes de nos tops blancs ? Eh bien, le noir. Eh oui, c'est vrai. Et donc, avec encore notre avis à vif. Voilà, cette fois le 43. Parasite. Donc, on va pas trop s'attarder dessus, mais réalisé par Bong Joon-ho, récompensé à Cannes et pas avec n'importe quel prix. La Palme d'Or, carrément. Là, c'était vraiment une sorte de consécration, Parasite. Consécration aussi aux Oscars. Enfin bref, il a tout raflé. Vraiment, c'est un cinéaste qui est totalement, on va dire, animé, lui aussi, d'une certaine façon, par la question de la lutte des classes sociales. Ça revient très très fréquemment dans son cinéma, et là presque j'ai envie de dire c'est un peu l'aboutissement de tout ça, ce film. Et encore une fois, c'est pas les pauvres sont les gentils et les riches les méchants, c'est plus complexe que ça. En fait, à la fois pauvres et riches sont victimes de leur propre statut. Et tout ça en plus dans le minimalisme, j'ai envie de dire, d'un huis clos très bien ficelé, et pour un final qui est quand même aussi d'un pessimisme, mais bien senti quand même aussi, je trouve. Oui, même si c'est un pessimisme poreux, un peu percé d'optimisme, parce qu'il me semble me souvenir une scène imaginée, rêvée, qui se passerait plusieurs années plus tard par rapport au fils. Oui, il y a quand même cette lumière. Il y a aussi cet humour qui fait du bien, moi je trouve, dans le film, c'est-à-dire qu'il y en a un vrai humour un peu burlesque par moments. Oui, même si parfois c'était du funambulisme et il aurait mis un pas de côté, ça aurait été ridicule. Il y a une scène notamment où le père de la famille pauvre veut échapper au regard de ceux de la famille riche qui sont rentrés plus tôt que prévu. Et ces derniers ne le voient pas alors qu'il est juste à leurs pieds, mais caché dans l'ombre. Un peu comme le fait souvent Quentin Tarantino, il y a une façon donc de faire durer donc le suspense. Mais peut-être est-il étiré un peu trop ce suspense. Je me suis demandé, elle était où la frontière entre la complaisance ou le ridicule, quoi. Oui, mais c'est tellement bien écrit et tellement bien fait quand même. Vraiment une palme d'or méritée, très, très populaire aussi, c'est ce qui fait plaisir. En plus avec des visuels assez impressionnants, limite de possession à un moment donné, où t'as cette gouvernante qui essaye tout d'un coup de pousser une armoire et qui se retrouve à l'horizontale, pratiquement en lévitation. Tu oublies pendant quelques fractions de secondes dans quel genre de film tu te trouves. Ah oui, vraiment, voilà, le mélange des genres absolu, et en même temps une vraie tendresse et une cruauté quand même. Cette idée de l'odeur qui vient d'un coup nous remettre à notre condition première. L'odeur qui colle à la peau. Tout à fait. Bon, on enchaîne avec un autre très très bon film. Bah là, on arrive au trio de tête. Attention, on va passer à une couleur qui a souvent été associée à la royauté, à l'élégance, à la majesté. Je veux bien sûr parler du pourpre. L'œuvre sans auteur, un film qui a été assez mal distribué, je trouve. Très mal. Et en plus en 2 parties, chapitre 1, chapitre 2, et je trouve que ça n'a pas été forcément à son avantage. Ça faisait coup double vu qu'il fallait payer pour 2 séances donc. En plus, c'est ça. Citons que c'est le 3e film de Florian Henkel von Donnersmarck, qui d'ailleurs avait très bien entamé sa glorieuse carrière avec La vie des autres. On reconnaît d'ailleurs un peu cet héritage aussi de ce premier film. On le reconnaît même visuellement au détour d'un des acteurs, parce que le gentil de La vie des autres, il s'est dit, cette fois je vais jouer le méchant. Ouais, d'ailleurs très très bon acteur. Et là, j'ai l'impression qu'il y a une sorte d'ampleur presque sur la durée. C'est encore une fois une période de conflit qui nous est décrite ici, la Seconde Guerre mondiale.
pas seulement, au début oui, mais disons qu'il brasse une temporalité plus large que La vie des autres, que ce soit à la fois la Seconde Guerre mondiale du côté allemand, puis le mur de Berlin. Et ce qui est intéressant, encore une fois, c'est que on peut souvent reprocher à certains films de cette période-là historique de se ressembler. Et au fond, là, le film trouve une parade aussi qui est assez intéressante. C'est ce point de vue artistique du héros, en fait, qui veut devenir peintre et qui a une vision des choses qui est aussi, lui a été transmise d'une certaine façon par sa tante. Hein. Et ça rend le film très original sous certains aspects quand même. Hein. À sa façon, c'est un film de noblesse, d'où le pourpre. Et le pourpre, on le retrouve aussi dans la couleur de l'encre qui va sceller plusieurs destins. C'est le fameux méchant qui va à l'encre rouge condamner une vie, condamner la tante en l'occurrence. Et cette même encre rouge va sceller, mais en bien, le destin du héros. Donc c'est comme si le destin était la marionnette de l'administration. C'est vrai. Et en même temps, il y a vraiment ce souffle romanesque, je trouve, dans ce film, par le fait aussi qu'on a une sorte de triangle, alors pas amoureux, mais on a donc le héros qui est avec la fille finalement du méchant, donc en couple avec elle, et qui est joué d'ailleurs par Paula Beer, hein, qu'on avait Paula annoncé Beer, un peu plus tôt, oui, elle est passée du bleu marine au pourpre. Le film a l'élégance, là encore une fois, de ne pas forcément révéler clairement les enjeux, notamment entre le héros et donc son beau-père, en termes de prise de conscience de qui est l'un pour l'autre et vice-versa. Et je trouve que ça, c'est très bien vu. C'est l'œuvre qui le sait. Et oui. Et c'est vrai qu'il y a une très belle séquence d'ailleurs, je trouve, à un moment donné où le héros a une sorte d'inspiration artistique totale, où d'un coup il comprend l'œuvre qu'il doit créer. Et alors, un peu comme à sa manière, on suppon à Tim un Olivode, s'invite le comte dans cette trajectoire, parce que le beau-père n'est-il pas d'une certaine manière un peu le sorcier rappelons quand même que c'est un médecin à la base. Hein. Donc ce sorcier-là, souvent dans les contes, lorsqu'il levé sa malédiction, eh bien il disparaît avec. Ouais, c'est vrai. Il y a un côté comme ça, où magique, hein, presque, hein, aussi de l'art. Et puis bon, la musique, Max Richter, j'ai quand même envie de le citer. Hein. On enchaîne. Eh bien, le moment est venu de passer au rouge. Avec un autre avis à vif. Le 46e. Donc sur Joker, réalisé par Todd Phillips. Il lui manque juste un sous-titre, j'aurais très bien vu Joker ou le syndrome Chicken Little. Je suis persuadé qu'il y a tout Gotham qui se réunit pour se demander quelle vacherie on va pouvoir lui faire pour la prochaine fois. Ah bah de toute façon, voilà, c'est ce que nous dit le film, c'est qu'il est aussi quand même le fruit, voilà, d'une société qui est complètement à bout de souffle, un peu dégénérée aussi, qui est au crochet. On parlait aussi de lutte des classes dans Parasite, mais il y a de ça également dans Joker, de cette population totalement désœuvrée qui finalement se révolte face à l'élite, hein, voilà, toute puissante, qui est incarné là notamment avec Thomas Wayne. Hein, mais oui. là, on a vraiment l'impression que c'est quand même Arthur Fleck qui est vraiment dans la ligne de mire. C'est ce qui lui arrive, ça paraît presque calculé. Oui, c'est sûr, il y a de ça, mais ce qui finalement fait toute l'originalité du film, en tout cas de l'interprétation qui est faite de ce personnage-là, c'est vraiment qu'on a une origin story, là pour le coup, chose qu'on n'avait jamais vraiment eue, en tout cas pas sur l'intégralité d'un film. Par contre, en termes de comics, si, il y en a eu. Il y a même le plus célèbre d'entre eux, je crois, c'est The Killing Joke, dont le film s'inspire d'une certaine manière, parce que dans The Killing Joke, on propose un passé au Joker, mais au détour d'une réplique, on s'apercevra que c'est peut-être pas le vrai passé. C'est vrai, il y a vraiment tout ce jeu de est-ce que le réel et le fantasme ne se mêlent pas à un moment donné, et puis ça va avec cette idée que finalement le personnage a besoin de se créer une autre identité de toute pièce pour rester en vie quelque part, hein, dans ce monde. Bah, c'est un peu amusant parce que je vois un point commun, peut-être capillotracté, avec justement le dernier échelon, le pourpre, l'œuvre sans auteur. Dans l'œuvre sans auteur, nous avions le hasard qui jouait le gentil, et bien maintenant le hasard joue le méchant. Oui. Pour moi, le grand méchant manipulateur, le marionnettiste, ben c'est personne. Le tout premier crime qui va engendrer toute cette suite d'événements est complètement dû au hasard et tout ce qui va s'en suivre aussi. Bon, saluons vraiment la performance de Joaquin Phoenix qui porte à lui tout seul le film, enfin l'écriture aussi est pour quelque chose et la mise en scène bien entendu, mais là vraiment lui transcende de l'ensemble et rien que pour sa performance, faut voir ce film. Alors, on en termine avec... La couleur ultime, la couleur qui se retrouve très souvent au sommet de nos montagnes à nous. Eh oui. Attention au roulement de tambour, la couleur ultime de notre top blanc, le violet.
Et oui, là, le sol lunaire est à quelques mètres devant nous, hein, on n'est plus très loin. Hein. Voilà, et tu remarqueras quand même qu'on passe d'un côté à l'autre du spectre lumineux. On passe du rouge au violet, c'est violent. C'est violet. Par contre, ce n'est pas l'ultraviolet. Cette année, nous n'avons pas d'ultraviolet parce que, apparemment, on a cru comprendre que le hasard aimait bien que l'ultraviolet revienne à Damien Chazelle. Oui, c'est vrai. Et comme on n'a pas de film de Damien Chazelle cette année, ben on n'a pas d'ultraviolet. Donc on revient au violet, mais ça veut pas dire que c'est moins bien, hein, loin de là. Attention, bientôt, là, roulement de tambour, levée de rideau. Derrière le violet, nous avons Glace. Réalisé donc par M. Night Shyamalan, troisième volet d'une trilogie qu'on n'avait vraiment pas vu venir, donc avec Incassable et Split. Alors, M. Night Shyamalan, Incassable, c'était son 4e film. Et il a fallu attendre plusieurs années, son 12e, pour avoir la suite. Et une suite qui n'en est même pas forcément tout à fait une, il faut attendre à cette post-générique pour rattacher Split à la franchise. C'est pour ça qu'on était tombé un peu de haut à la fin de Split, c'était totalement inattendu encore une fois, et vraiment là le résultat sur Glace alors a pu désarçonner pas mal de spectateurs, parce que le film n'est pas forcément très apprécié, à notre grande dame, j'ai envie de dire. Hein. Et du coup, voilà, tout commence quelques semaines après les événements de Split, on retrouve surtout presque 19 ans après, je crois, David Dunn, et il traque donc la bête, le personnage joué par James McAvoy, donc de Split. Ils vont finalement s'opposer dans une sorte de duel vraiment musclé. Et puis ils vont surtout être interceptés à ce moment-là par une psychiatre d'un genre assez particulier, donc qui s'occupe exclusivement de personnes qui se pensent être des super-héros. Alors psychiatre, c'est juste une couverture. Hein. Ah bah oui. Sa véritable identité, disons-le, la reine de trèfle. Eh oui, quand même, c'est pas rien. Et donc elle les enferme dans un sorte d'asile, d'hôpital psychiatrique, avec donc Mr. Glass, qui est là depuis un moment, lui par contre. Qui est d'ailleurs plus ou moins dans un état léthargique. Ce qui est très fort quand même aussi, il faut dire, c'est que chaque personnage a presque son alter ego en tout cas un proche à lui, qui est un peu une façon aussi pour lui de surmonter ses épreuves. Chromatiquement, c'est leur alter ego, hein. Je veux dire, le fils de David Dunn est habillé en vert, tout comme son père. La mère de Elijah Price, quand même, citons-le, Mr. Glass, le bonhomme qui casse, elle a une veste violette. Et enfin, Anya Taylor-Joy, donc la survivante de Split, elle est habillée en jaune, tout comme Léla Horde, la bête. Et avec une vraie scène pivot dans une salle rose, qui est une sorte de moment de bravoure psychologique qui est vraiment très très bien fait. Puis il y a une audace permanente, je trouve, parce que le destin de ces trois personnages-là, qui est quand même assez tragique, on n'est pas du tout habitué à ça. En fait, la fin de ces destins est à l'image même de toute la saga, c'est comment implanter le concept de super-héros dans un monde ordinaire, dans un monde normal. Et je trouve que c'est une ironie très bien pensée, justement, de faire mourir le puissant David Dunn dans une flaque d'eau. Je rappelle quand même que le puissant et célèbre Achille, il n'a pas connu une mort plus noble, je veux dire. Non, oui. Le célèbre talon, qui lui a fait défaut. Et encore une fois, si dans la mythologie grecque ils y avaient pensé, c'est qu'il y a une raison. En plus, souvent, les comics s'inspirent grandement de la mythologie grecque. C'est pour ça que Glass mérite entièrement son statut de film de super-héros. Parce qu'il réinvente lui aussi, il s'inspire lui aussi des mythologies, en l'occurrence la grecque. C'est vrai. Et puis signalons quand même, on n'en a pas parlé, c'était déjà le cas dans Split, mais l'incroyable performance de James McAvoy, toujours dans ce rôle-là, vraiment, on parlait de Joaquin Phoenix, mais il est tout aussi qui arrive bon, même lui, d'une certaine façon à se renouveler par rapport à son jeu d'acteur dans Split, je trouve. Ah là, il est quasiment à 20 personnalités. Mais même sa façon de jouer, ça aurait pu être très vite devenir lassant, quoi, on comprend le principe, etc. Ouais. Or, je trouve que non, il y a quelque part quelque chose qui se renouvelle. C'est vrai. Bon, voilà, on vient d'atterrir sur la Lune, ça y est. Oh. Un grand pas pour l'homme, un grand pas pour les fascinéphiles aussi, du coup. C'est très bien dit. Bon, voilà, en tout cas, quelle grande année, 2019. Oui. Alors, redisons peut-être un peu les films de notre top blanc, quand même, ils le méritent. Nous avons commencé avec l'échelon vert. Little Joe. Puis l'échelon turquoise. Donc avec Arctique. L'altitude augmentant, nous en sommes arrivés au gris acier. Avec Ad Astra. La folie des espaces nous a conduit au marron. Avec À couteau tiré. Puis au orange. Avec Us. Et au jaune.
Avec El Reino, Et il ne faut pas oublier l'infrarouge. Le Roi, Tant qu'on parle de rosé, eh bien tiens, le rose. Dr. Sleep, Fuchsia. Rocketman, Maintenant, il faut passer aux teintes bleutées avec le cyan. Alex le destin d'un roi, Et enchaîner avec le bleu marine. Le chant du loup, Et carrément le doré. Once Upon a Time in Hollywood. Non, 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 non. J'apprends pas, j'arrive pas. Comment tu veux qu'on soit pris au sérieux après ça? On suppond à Tim un Hollywood, c'est ça? Ouais, bon, t'es sur la bonne voie. Ensuite, après le doré, quand on monte les marches du podium, on tombe sur l'argenté. Donc avec J'ai perdu mon corps. Et puis, après tout, le noir aussi fait partie des couleurs qui forment le blanc. Oui, avec Parasite. Attention pour le trio de tête pour les œuvres royales, même si elles sont sans auteur, nous en arrivons au pourpre. Avec l'œuvre sans auteur. Sachons aussi dans notre mégalomanie rester un peu simple et direct avec tout simplement du rouge. Oui, donc avec Joker. Et enfin, cette fameuse couleur qui clôture souvent nos tops, le violet. Glace. Eh oui. Lune, nous voilà. Précisons quand même que dans nos mentions beige, il y avait 14 films, dans notre top blanc, il y en a 17, sur un total de films de 100 films, hein, c'est ça? 99, il me semblait, non? Oui, tu as raison, soyons précis. Et nous, on va pour le moment rester un petit peu sur la Lune, hein, profiter du paysage, hein, quand même. Hein. Il y a tellement à découvrir, il y a une telle diversité d'ailleurs dans les décors et les couleurs. Très bien, très bien. Bon, mais voilà, encore que du grand cinéma, donc, hein, pour vous. Et n'hésitez pas d'ailleurs hein, à nous commenter un peu hein, vos impressions par rapport à ces films-là. On vous répondra volontiers. Bon, il est l'heure de se quitter, n'est-ce pas? Et il est l'heure surtout de faire de beaux rêves cinématographiques lunaires. Eh oui.